On ne peut pas avoir battu campagne autour de réalisations faites par son gouvernement, saluant l'action de ce gouvernement, saluant donc par ricochet l'efficacité du dispositif qui a été mis en place, et une fois réélu, grâce en partie à ce bilan, faire sauter le poste de Premier ministre. Il y a eu la suppression du poste de Premier ministre auparavant à 2 reprises. Mais souvent c'était pour régler une crise politique très aiguë. Senghor l'a fait par rapport à Mamadou Dia à la suite des événements du 17 décembre 1962. Parce que tout simplement le président à l'époque était perçu tout simplement comme devant inaugurer les chrysanthèmes et que la réalité du pouvoir était entre les mains du président du conseil de l'époque, Mamadou Dia. Et c'est pour cette raison que Senghor, pour reprendre la main, avait supprimé le poste de Premier ministre. La deuxième fois que ce poste a été supprimé, c'était en 1991. Mais là aussi, c'était pour régler une crise politique lancinante et très aiguë. À l'époque, Abdou Diouf s'était retrouvé face à un problème très compliqué, avec l'inimosité qui était connue de tout le monde, entre feu Jean Collin, qui était tout puissant ministre d'État auprès du président de la République, et Habib Thiam. Et à l'époque, le président Macky Sall, le président Abdou Diouf avait préféré se séparer un moment de son premier ministre Habib Thiam avant de le faire revenir plus tard. Mais cette fois-ci, on n'a pas eu quand même une situation pareille. On s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait pas de crise au sein du parti au pouvoir. Le président venait d'être réélu grâce à son bilan, qu'il doit en grande partie à la bonne coordination de l'action gouvernementale par son premier ministre. Il n'y avait pas de raison qu'on supprime le poste de Premier ministre. Maintenant, le résultat des courses, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est le président de la République qui prend tout, qui s'expose. Et c'est pour cette raison que, d'ailleurs, il a été très vite rattrapé par ce que je considère, moi, comme une très grave erreur de sa part. Quand il y a eu les syndicats d'enseignants qui ont été vent debout récemment, ils ont eu à déplorer le fait qu'on leur présente comme devant conduire le monitoring quelqu'un qui a le profil de Kanté, comment il s'appelle, Cheikh Kanté, alors que c'est le Premier ministre qui le faisait et qui le faisait très bien jusque-là. Je considérais la semaine dernière ce qu'on présente comme un coup d'éclat de Guy Marius Sagna et compagnie, comme en réalité une conséquence lointaine et indirecte de la suppression du poste de Premier ministre. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de verrou qui se trouve entre le peuple et le président de la République, mais la seule personne qu'il y a à interpeller au moindre problème, c'est le président de la République. Et la propension d'ailleurs est de plus en plus grande chez les Sénégalais pour n'importe quelle question d'interpeller directement le président de la République. Et je trouve que c'est regrettable. Mais ça, c'est au plan institutionnel, au plan de l'action gouvernementale. Mais maintenant, ça a également des incidences au plan politique, bien évidemment. Parce que là aussi, le président de la République, qui assume les fonctions de chef d'État et de chef de parti, souvent, quand il y a par exemple des crises politiques de cette nature, mais ça pose problème. Surtout qu'il y a des personnes qui, à tort ou à raison, sont présentées comme ayant un certain nombre d'ambitions. Mais ce n'est pas étonnant qu'il y ait des forces tapies à l'ombre dans son parti et qui ont commencé à s'afficher. Qui plus est, le problème que nous avons avec l'APR, c'est que ça ne fonctionne pas jusque-là comme un parti de pouvoir. Pour 2 raisons. Un, c'est un parti qui n'a pas été structuré, parce que je l'ai dit ici il n'y a pas très longtemps, le président vit sous la psychose de la structuration du PDS et des crises permanentes qu'il y avait entre les numéros 2 et Wade. Il n'a pas voulu que la même chose arrive à son parti. Il l'a même vécu quand le PDS est venu au pouvoir, avec la dualité entre Wade et Idi, d'abord au niveau du parti, qui s'est traduit au niveau institutionnel avec la crise qu'on a connue jusqu'au départ de Sesek, et c'est lui-même qui l'a remplacé. Et automatiquement, il en a souffert après l'élection présidentielle de 2007, avec son départ au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'a pas voulu donc la même chose au niveau de son parti, et c'est pour cette raison qu'il ne l'a pas structuré et n'a pas voulu de numéro 2. La deuxième chose aussi qui est remarquable chez le président Macky Sall, c'est cette primauté qu'il accorde à la logique de la coalition plutôt qu'à la logique de parti, avec le Benno Bokk Yakaar. Mais ceci se traduit par le fait que le parti soit délaissé, et ensuite, contrairement à un parti par exemple qui a beaucoup séjourné au niveau du pouvoir, comme le Parti socialiste, et qui tenait régulièrement des réunions de bureau politique. Et
qui travaillait en parfaite intelligence avec le gouvernement. Comment ça se faisait? Le mardi, il y avait des conseils des ministres, et le mercredi, il y avait bureau politique du Parti socialiste. Résultat des courses, les ministres, qui sont également membres du parti, assistent au conseil des ministres le mardi, la veille, et il y a des décisions qui sont arrêtées et qui sont prises, et le lendemain, ils viennent les exposer au niveau du parti pour qu'on sache quel message articuler et quelle est l'exploitation politique qu'il faut faire de ces décisions prises par le gouvernement et quelle lecture il faut faire de l'action gouvernementale. Tant et si bien qu'il y avait une très bonne intelligence dans la façon de travailler et c'est ce qui les a permis de se constituer en parti de pouvoir, en système, ce qui est loin d'être le cas du parti APR. Du parti APR. Alors, Maître Amadou Ali Kane, on le sait, cette fusible a sauté et d'aucuns disent qu'en réalité c'est par rapport à des visées politiques parce qu'il faut cacher en tout cas le potentiel successeur en tout cas à la candidature en 2024 pour le compte de l'APR et de Benno Bokk Yakaar bien sûr. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas qu'en réalité cette fusible qui a sauté va permettre justement d'alimenter, de continuer d'alimenter ce débat autour du troisième mandat? En tout cas, moi je partage très très largement, sinon intégralement, l'analyse qui a été faite par Momar Diong. Je suis totalement en phase avec lui. J'estime effectivement que ça a été une erreur de la part du président de la République d'avoir supprimé le poste de Premier ministre. D'autant plus, comme il l'a dit, qu'il n'y avait pas de motif objectif de le faire. Ni dans son discours, ni dans les processus politiques. Rien ne justifie qu'on en arrive là. Maintenant, est-ce que ça cache quelque chose ou pas? Mais ce qui est clair, il y a une volonté d'éviter qu'il y ait une tête qui dépasse. Le président de la République ne veut pas qu'il y ait une tête qui dépasse. Qu'on puisse dire ah voilà un tel, quelqu'un qui prend de la bouteille. Il a voulu mettre tout le monde au même pied d'égalité. Mais moi je crois que ça c'est une erreur. Les gens, chacun a ses qualités, a ses défauts. Il faut laisser les gens s'exprimer. Maintenant, les gens, on va les observer et on va voir. C'est pas parce que vous êtes Premier ministre que immédiatement vous êtes appelé à succéder au président de la République. Ça n'est écrit nulle part. Et ce n'est vérifié aussi nulle part dans la pratique. Bon, et comme il l'a rappelé, dans des pays comme les nôtres, où on gère une demande sociale qui est difficile à satisfaire, il faut toujours qu'il y ait un coordonnateur de la politique gouvernementale, qu'il y ait un fusible entre le président de la République qui détermine les orientations et le gouvernement qui exécute ces orientations. Et ce fusible, c'était le Premier ministre. Aujourd'hui, comme il l'a dit, lorsqu'il y a des revendications catégorielles, lorsque la colère s'exprime, mais écoutez, elle s'exporte où? Mais les gens l'exportent au niveau du président de la République. Il y a l'exemple aujourd'hui d'un membre du cabinet du président de la République, en la personne de M. Kanté, Cheikh Kanté, qui est allé parler au syndicat d'enseignants, alors qu'il y a un ministre de l'Éducation. Ça ne peut pas s'expliquer. Un paradoxe. Donc c'est vous dire que, à mon avis, ce régime, il souffre de ce qu'on peut appeler un déficit d'organisation et de méthode, comme disait Senghor. Les processus décisionnels, on ne comprend pas trop comment ça se passe, on a l'impression qu'ils sont raccourcis. Vous voyez, par exemple, vous avez sorti tout à l'heure l'ancien directeur des Sénégal de l'extérieur qui va à la radio, qui parle et qui est limogé le lendemain. Alors que c'est la loi qu'elle dit. Ça ne s'explique pas. Il y a un conseil des ministres qui va arriver. Pourquoi ne pas attendre au conseil des ministres où le président a le pouvoir de nommer et de démettre qui il veut? A-t-on besoin de prendre un décret spécialement parce qu'il a parlé à la radio, il a dit quelque chose qui a déplu? On a remis la même chose avec d'autres personnes. Donc, c'est dire que c'est pour montrer que le processus décisionnel, des fois, il connaît des errements. On ne peut pas décider de cette façon-là. C'est la même chose pour les affaires de Guy Marius Sagna.
Guy Marius Sagna arrive, manifeste. Vous savez, le palais c'est une forteresse. Normalement, entre la place de l'Indépendance et le palais, mais il devrait y avoir beaucoup d'agents en civil. Même quand vous fumez une cigarette, on doit savoir que vous fumez une cigarette. Lui, il passe tout ça, il vient, ça au grille du palais. Mais au moins, il vous révèle que votre système sécuritaire est défaillant. Et d'ailleurs, ils en ont tiré des conséquences en limogeant celui qui était en charge de la sécurité du plateau, de l'espace. Effectivement. Alors, est-ce que ça se justifie de le mettre sous le mandat de dépôt et de le garder pendant plusieurs semaines, voire des mois? Ça ne se justifie pas. Et surtout encore, de libérer la moitié des personnes qui avaient été arrêtées en même temps que lui. Et pour les mêmes faits. Et pour les mêmes faits. Donc on a comme l'impression là aussi, ça renvoie une impression que oui, celui il est chrétien, c'est un homme du Sud, il appartient donc à une minorité. Donc voilà, il y a des gens qui se posent ces questions. Je ne dis pas que c'est ça. Je ne le dis pas moi. Mais j'ai lu un commentaire de cette nature. Que c'est un gars qui appartient à une minorité, il n'a pas de qui tenir, c'est pourquoi on le maintient là-bas. Et ça pose problème pour une République. Il faut éviter de renvoyer aux citoyens, alors si vous voulez, ce sentiment de persécution, ce sentiment de discrimination. Et c'est la façon de décider qui fait ça. Il faut traiter les gens de la même manière. Très bien. Alors, Momar, très rapidement, on va se prononcer sur ça avant d'attaquer les autres éléments. Il y a eu quand même ces disputes entre partisans de l'APR. Le marathon budgétaire a été quand même marqué par ces discours au sein de l'hémicycle. Alors, comment analyser justement pour revenir par rapport à cette situation ? Écoutez, il y a surtout que le marathon budgétaire s'est terminé en queue de poisson avec le vote du projet de budget du ministère des Finances qui s'est fait sans débat. Et c'est vraiment regrettable. Parce que tout simplement, on l'a remarqué depuis un certain temps, la majorité ne souffre pas la contradiction au niveau de l'hémicycle, qui est pourtant le cadre de prédilection où doit se faire un débat contradictoire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On a comme l'impression que la minorité a de plus en plus de problèmes au niveau de l'hémicycle. Et tout date d'ailleurs de cette décision qui a été prise par la majorité et qui a consisté à amener au niveau de l'Assemblée nationale un projet de loi dont la finalité était de faire passer le nombre de députés pour constituer un groupe parlementaire de 10 ou 12 à 15 en élevant la barre. Comme si l'enjeu était de faire en sorte qu'il y ait le minimum de groupes parlementaires émanant de l'opposition au niveau de l'Assemblée. Et ça pose problème. Alors que dans certains pays qui nous entourent, il suffit de 8 ou de 10 députés pour constituer un groupe. Ça se fait selon les affinités, ça se fait selon les visions que vous partagez, et ça concourt à la pluralité des idées et des arguments au niveau de l'hémicycle. Mais malheureusement, nous n'avons pas une assemblée comme cela et il faut le regretter. Il faut regretter que vraiment la majorité, qui de toutes les manières parvient toujours à imposer sa loi, parce qu'étant majoritaire, ne puisse même pas tolérer au niveau du débat qu'il y ait parfois de la contradiction et des visions différentes de la sienne au niveau de l'hémicycle. Ça, c'est regrettable et il va falloir que notre démocratie fasse des pas quand même à ce niveau-là. Très bien. Il y a eu aussi, Abdoulaye Mbow, quoi qu'on dise, un vent de décrispation sur la scène politique avec la libération de Khalifa Ababacar Sall. Alors, on a un élément quand même de Alassane Baldé qui revient sur les temps forts. Nous étions le dimanche 29 septembre lorsque le président Macky Sall décide d'accorder par décret la grâce présidentielle à Khalifa Sall. Dès l'annonce de cette nouvelle, les proches et les partisans de l'ancien maire de Dakar se sont précipités en masse à la prison de Rebeuss où Khalifa Sall était détenu depuis mars 2017. D'autres ont pris d'assaut son domicile familial à Grand Yoff et celle de sa mère sise les Parcelles Assainies. Une libération qui met fin à un feuilleton politico-judiciaire qui avait fini de prendre en haleine tout un peuple, mais au-delà de nos
frontière avec l'internationalisation de ce combat par ses partisans. Le maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, avait alors fait une sortie se disant comblée par la nouvelle allant dans le sens de l'apaisement et de la réconciliation nationale. Les choses sont allées de rebondissement en rebondissement. Ainsi, le mardi 16 juillet, la plus haute juridiction sénégalaise avait rejeté le rabat d'arrêt, une mesure exceptionnelle consistant à demander l'annulation d'un arrêt rendu. Une demande qui avait été introduite le 8 février par les avocats de l'ex-édile de Dakar, révoqué de ses fonctions de maire par le chef de l'État en août 2018. Auparavant, Khalifa Sall avait déjà vu ses pourvoirs rejetés par la chambre criminelle en cassation le 3 janvier 2019. Autre date qui a marqué ce feuilleton, c'est celle du 14 janvier lorsque le Conseil constitutionnel décide d'invalider sa candidature à la présidentielle de 2019. Après des mois d'attente et d'affrontements médiatiques autour du cas Khalifa Sall de Taxawu Sénégal, dont le dossier de parrainage avait été validé au premier examen, a finalement été mis hors course. Une grâce qui est intervenue peu après les retrouvailles entre Wade et Macky Sall à la mosquée Massalikul Jinan, et depuis lors, l'ex-maire de Dakar se fait plus discret, non sans multiplier les contacts auprès d'amis et pour des visites de courtoisie. Voilà, merci à vous Alassane Baldé. Alors maître, vous faisiez quand même partie du pool d'avocats de Khalifa Ababacar Sall. Alors à un moment donné, il y a eu justement cette libération par voie de grâce de votre client. Oui, je voudrais me féliciter de la remise en liberté de M. Khalifa Sall. Et j'estime au-delà de ça qu'il n'aurait jamais dû garder prison. Cela pose, je ne veux pas trop me focaliser sur son cas, puisque vous avez dit que j'étais son avocat, c'est comme si je revenais ici replaider le dossier. Alors c'est pas ça qui intéresse le public qui nous regarde. Alors ça pose le problème des relations entre l'exécutif et le judiciaire. Nous avons remarqué une tendance. Alors cette tendance, c'est que de plus en plus, le judiciaire a tendance à valider tous les desiderata du pouvoir exécutif. Tout ce à quoi aussi le pouvoir exécutif s'oppose, en général, les juges ont tendance aussi à l'accepter. Le dernier exemple en date, c'est cette demande de liberté provisoire justement de Guy Marius Sagna. Le procureur s'oppose pour Guy, accepte pour les autres, et on donne. On refuse pour Guy et on accepte ce qu'il a voulu. Alors, cela pose un problème. À mon avis, et le problème qui se pose ici, c'est que ce pouvoir en place, et peut-être même avant lui le pouvoir de Wade, a tendance à considérer le pouvoir judiciaire non pas comme un vrai pouvoir, mais comme une sorte d'autorité judiciaire en fait, une sorte d'administration. C'est-à-dire qu'ils ont tendance un peu à entrer les mêmes relations avec la justice que celles qu'ils ont avec la gendarmerie, avec la police, avec la haute administration. Je pense qu'ils doivent donner des ordres et être suivis. Alors ils doivent se représenter que le judiciaire c'est un pouvoir, c'est une institution. Ce qu'il doit y avoir, c'est un dialogue entre l'exécutif et le judiciaire. Et à l'époque de Senghor, à l'époque du président Abdou Diouf, c'est ça qui s'est passé. Le pouvoir judiciaire était toujours incarné par un homme. Et c'est avec lui que l'exécutif traitait. Sous Senghor, vous avez eu Kéba Mbaye, qui était le premier président. Avant lui, il y a eu d'autres, mais bon, moi je retiens Kéba Mbaye, que j'ai plus connu. Après, vous avez eu Ousmane Camara, des gens comme ça. Donc, le président de la République parle avec ces figures qui incarnaient le pouvoir judiciaire. Et ces figures avaient accès au président de la République à tout moment. N'avaient presque pas besoin d'audience pour voir le président. Donc c'est dire que ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des juges qui traitent avec le président de la République directement, d'après certaines confidences. Alors qu'avant, le président de la République, il parlait qu'avec le premier président. S'il y avait un problème, il lui parlait. Et aucune décision n'était prise aussi sans l'accord de l'autorité suprême du pouvoir judiciaire, qui incarne le pouvoir judiciaire. De sorte que le chef du pouvoir judiciaire, il connaissait tous les hommes qui étaient en place. Il pouvait parler à qui il veut. À l'époque, le premier président de la Cour suprême, s'il veut parler à un juge, il ne l'appelle pas. Il parle au premier président de la Cour d'appel, qui va parler au président du tribunal régional, qui va parler à son juge.
Mais lui-même ne va pas dire quelque chose à ce juge-là. Or, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. On n'a pas une figure tutélaire de la justice. Le premier président de la Cour suprême, certes, il devait jouer ce rôle, mais on a comme l'impression que ce n'est pas le même président de la Cour suprême que l'a été Kéba Mbaye, que l'a été Ousmane Camara, par exemple, pour prendre ces gens-là. Et il faut qu'on en revienne à cela, il faut que les gens comprennent, il faut qu'ils aient une approche institutionnelle du pouvoir judiciaire. Il faut qu'ils comprennent que c'est une institution. Il y a un chef du pouvoir judiciaire, il faut lui donner ses égards. Il faut qu'il ait accès au président de la République à tout moment, quand il veut. S'il y a un problème, il faut qu'il puisse en parler avec le président de la République. Il faut que le président de la République aussi puisse lui parler s'il y a des problèmes. Il faut qu'il y ait un dialogue entre les pouvoirs. À l'époque, il y a des choses qui ne pouvaient pas se faire. À l'époque de Kéba Mbaye, vous voulez employer le maire de Dakar, on va vous dire, attendez, ce n'est pas une bonne chose. Vous allez discréditer la justice, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Ne faites pas comme ça. Faites les poursuites, mais ne les mettez pas en prison, des choses comme ça. J'ai des exemples, mais je ne peux pas les dire ici à l'antenne. Des choses qui sont arrivées comme ça, où on a failli emprisonner des gens très importants. Mais ça allait nuire à l'image de la justice. Les gens disent non, il ne faut pas faire les choses comme ça. Parce qu'il y avait un dialogue entre l'exécutif et le judiciaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue. Ce qu'il y a, c'est un dictat de l'exécutif, en quelque sorte, sur le judiciaire. En tout cas, c'est ce que nous voyons. Nous voyons que tout ce que le pouvoir judiciaire veut, non, tout ce que le pouvoir exécutif veut, le pouvoir judiciaire, le plus souvent, ça se réalise. Ça pose un problème de crédibilité des institutions. Dans un pays, il faut un pouvoir judiciaire fort, un pouvoir judiciaire indépendant, mais aussi un pouvoir judiciaire qui n'est pas aussi le pouvoir exécutif, qui collabore avec lui. Parce que le pouvoir judiciaire aussi, sans l'aide du pouvoir exécutif, lui aussi va se retrouver diminué. Vous rendez une décision, admettons qu'on prend le cas de Louga. Vous êtes indépendant, vous rendez une décision, vous condamnez le marabout. La foule se vers vous. Si l'exécutif n'intervient pas, comment ça va se passer? Il y aura un problème, effectivement. Je vais vous donner un peu un exemple, quoi. Ouais, effectivement. Il faut qu'on aille vers ce système-là, un système de collaboration, pas de vassalisation, de collaboration entre les pouvoirs. Alors, maman, il y a eu beaucoup de dossiers d'embastillement, quoi qu'on puisse dire, au relent politico-judiciaire. Il y a beaucoup de voix qui se lèvent depuis lors pour demander des réformes en profondeur. Maître a bien raison de souligner et de revenir sur le cas Guy Marius Sagna. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour savoir en fait que ce qu'on appelle les dossiers politico-judiciaires se caractérisent par une très forte emprise de l'exécutif sur le système judiciaire. Et il suffit tout simplement de jeter un coup d'œil sur l'affaire Guy Marius Sagna qui se joue actuellement sous les yeux pour s'en apercevoir. De quoi s'agit-il? 9 personnes qui ont été arrêtées, incriminées pour les mêmes faits et emprisonnées. Ceux qui maîtrisent le cours de théâtre en esthétique de genre savent que c'est ce qu'on appelle la règle des 3 unités. Unité d'action, unité de temps et unité de lieu. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché le juge d'instruction de trouver le moyen d'accorder liberté provisoire à Babacar Diop et ses camarades et les étudiants et de refuser la liberté provisoire à Guy Marius Sagna. Ceci appelle 2 lectures. La première lecture, c'est que c'était dangereux de maintenir dans les liens de la détention le professeur Babacar Diop et les étudiants dans un contexte où le milieu universitaire est en crise avec toute la polémique autour du retard dans le paiement des bourses. Et qu'il fallait donc absolument trouver un moyen de les libérer pour ne pas en rajouter. Et qui peut faire cette lecture? Bien évidemment l'autorité politique. La seconde lecture que ça appelle, c'est que bon, écoutez, tout le monde sait que parmi les 9, Guy Marius Sagna est le principal empêcheur de gouverner tranquillement. C'est lui le mouton noir du régime. Et donc, il fallait coûte que coûte qu'on trouve le moyen, lui, de lui infliger un traitement beaucoup plus sévère, comme s'il était agi, de lui administrer une justice punitive.
Et qui peut inspirer cela? Bien évidemment l'autorité politique. Et c'est pour cette raison qu'on a tendance à considérer, et on a un sentiment très fort sur l'immixtion de l'exécutif dans le travail du judiciaire. Et ceci est tout simplement dû à ce que Maître a souligné tout à l'heure. C'est-à-dire c'est le macropharisme présidentiel que nous avons dans ce pays. C'est Montesquieu qui disait que pour qu'on ne soit pas tenté d'abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Or, ce n'est pas ce cas de figure que nous avons. Et finalement, tous ces dossiers politico-judiciaires qui se traitent au niveau du prétoire, qui permettent de tenir en haleine l'opinion pendant très longtemps, tout le pays en parle, personne ne bouge pendant très longtemps, se règlent toujours en dehors du prétoire. Et c'est pour cette raison que je ne suis pas étonné qu'aujourd'hui, Khalifa Sall ait pu bénéficier de cette libération par le biais d'une grâce présidentielle. Je ne suis pas aussi étonné que Karim Wade ait pu bénéficier de la même chose avec tout ce qu'on a entendu après autour de la CREI. Et ceci doit interpeller quand même les juges qui rendent le droit. Ils doivent savoir que ces dossiers politico-judiciaires qui leur parviennent, c'est le plus souvent pour l'autorité politique en place de régler des comptes avec ses opposants. Et qu'ils sont, eux, juges utilisés, instrumentalisés à des fins de règlement de comptes politiques, et à l'arrivée, la décision qu'ils ont prise peut être cassée par le biais d'un accord que les politiques se retrouveront entre eux. C'est une manière de les tourner en bourrique. Je crois que parfois, quand même, les juges sont interpellés quand même sur la façon dont ils doivent procéder. Or, la justice est fondamentale dans un pays. Effectivement. Parce que ça permet de garantir la fonction de triple régulation. Régulation au plan économique, régulation au plan social, régulation au plan politique. Et quand cette justice-là faillit, bien évidemment, souvent ça expose un pays à toutes les dérives, et il va falloir que les juges quand même le sachent. Alors, et je voudrais ajouter, c'est qu'un pays très rapidement peut résister à une crise économique. Oui. Mais face à une injustice, généralement, il y a souvent des révolutions. Tout à fait. Il faut éviter les injustices. Les trop fortes injustices, ça conduit à des révoltes. Alors, affaire politico-judiciaire toujours, vous en avez parlé, il y a eu le cas Khalifa Sall, Guy Marius Sagna, mais également, on va revenir sur l'affaire Bougazeli, mais également ce scandale Petro-Tim, donc tout ça avec Safiatou Bandiaï. Entre incarcération et libération d'acteurs politiques, l'année 2019 a été très riche en actualités politico-judiciaires, ce qui a d'ailleurs plongé le pays dans la polémique et la controverse. Parmi les faits les plus marquants de l'année 2019, cette libération inattendue dans l'ancien maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, et de ses co-détenus, Bey Touré et Yaya Bodian, par grâce présidentielle. Après 2 ans et demi de prison donc, le maire de la ville de Dakar, qui avait été condamné à 5 ans de prison pour détournement des deniers publics, quitte enfin l'affaire dite des 94 milliards avec une guerre des plaintes entre Ousmane Sonko et Mamour Diallo, un des dossiers qui ont le plus marqué l'actualité politique, avec ces accusations de détournement de 94 milliards du député Ousmane Sonko contre l'ex-directeur des impôts et domaines Mamour Diallo. Les plaintes se succèdent entre les deux hommes avant l'ouverture d'une enquête parlementaire, même si jusque-là aucun procès n'a été enclenché pour ce dossier. Autre scandale qui a secoué le pays en cette année 2019, c'est celui né du reportage du BBC qui affirme que le petit frère du chef de l'État Macky Sall, non moins maire de la ville de Guédiawaye, aurait touché des pots de vin à l'occasion de l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers en 2012. Des révélations qui ont tout de suite plongé le Sénégal dans une polémique impliquant la famille du chef de l'État Macky Sall. La pression monte entre manifestations, soulèvement populaire, déception de la population. Le maire de Guédiawaye démissionne de son poste de directeur de la caisse de dépôt et de consignation. En conférence de presse, le procureur de la République réagit enfin. Il lance un appel à témoins. Beaucoup d'acteurs politiques entrent dans la danse. Abdoul Mbaye, Babacar Touré, mais aussi les membres de la société civile se sont rendus au bureau du procureur pour témoigner. À ce jour, les résultats de l'audition du procureur ne sont toujours pas disponibles et aucun procès n'est encore en perspective. Un autre jour sombre pour un autre membre du parti au pouvoir en cette année 2019, le 14 novembre, avec l'affaire des faux billets incriminant le député Seydina Fall Bougazeli. Ce responsable politique de Guédiawaye, membre
membre de l'APR et défenseur d'un 3e mandat, a été finalement placé sous mandat de dépôt puis incarcéré à Rebeuss où il est actuellement. Nous restons à Rebeuss d'ailleurs avec l'homme qui a battu le record des arrestations de cette année. Il s'agit de l'activiste et coordonnateur de la plateforme Aar Lu Ñu Bokk et du mouvement Frappe France Dégage, Guy Marius Sagna. Il a fait plus de 3 fois la prison où il est d'ailleurs toujours maintenu en détention arbitraire selon son camarade Abdou Karim Khoundra qui fait lui aussi partie des gens qui ont marqué l'actualité judiciaire de cette année pour des arrestations répétitives. L'année 2019 est également marquée par la première arrestation du professeur Babacar Diop qui fera de lui d'ailleurs une vedette en un temps record. Arrêté pour les mêmes motifs que Guy Marius Sagna devant les grilles du palais de la République lors d'une manifestation interdite contre la hausse du prix de l'électricité, il a bénéficié du soutien sans faille des professeurs et étudiants de toutes universités confondues et est finalement libre grâce à cette pression contre l'État du Sénégal. On aura donc retenu de cette année 2019 des incarcérations, libération d'acteurs politiques et acteurs de la société civile, mais aussi de rocambolesques scandales financiers avec des zones d'ombre qui persistent toujours. Alors, maître, vous l'avez vu, Safiatou Bandiaï l'a vu, des affaires judiciaires impliquant des acteurs politiques ont rythmé quand même le débat tout au long de l'année 2019. Je vais dire 2 choses. La première, c'est qu'il faut qu'on comprenne au Sénégal que la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'information et la liberté d'opinion, c'est le cœur même de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans le respect de cette liberté fondamentale. Et dans la liberté d'expression, on peut exprimer son opinion individuellement, on peut l'exprimer aussi en groupe à travers une manifestation. Donc il faut qu'on soit tolérant. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La seconde chose que je voulais dire, c'est que dans un pays, il faut également qu'on fasse attention au choix des responsables. Il faut qu'il y ait des enquêtes de personnalité, qu'on vérifie les gens à qui on confie des responsabilités. Donc je m'en arrête là. Et ça, c'est valable sur tous les plans. C'est valable dans les ministères, c'est valable dans les directions, c'est valable partout. Ça ne vise pas une personne précise. Donc je pense que c'est très important. À l'époque de Senghor, pour revenir à lui, avant qu'on vous confie une responsabilité d'abord, on vous mettait à l'épreuve. Et souvent aussi, on n'élevait pas comme ça quelqu'un brutalement. On commence par un petit sac pour voir comment vous faites. On avance jusqu'à ce que vous atteigniez le top. Au fur et à mesure. Il faut qu'on revienne à ça. Oui. Écoutez, vous avez fait passer l'élément sur 2 affaires. L'affaire Bougazeli, je considère que c'est une affaire, c'est un cas isolé d'un membre sans doute de la majorité présidentielle qui a une responsabilité pénale quand même individuelle par rapport à une affaire. Je crois que ça, c'est vrai que c'est une souillure à l'institution à laquelle il appartient, mais ce n'est pas pour autant l'institution qui est en discrédit, ni la majorité à laquelle il appartient. Ça, c'est du ressort de la responsabilité individuelle. Maintenant, ce que Maître a dit me paraît très important. On ne doit pas, parce que tout simplement on est dans le camp présidentiel, s'acheter un certificat de bonne conduite, etc. Ça pose un problème. Il y a des gens à la moralité douteuse et à qui il suffit tout simplement d'être le camp de la majorité présidentielle pour être lavé de tout soupçon. Ça pose problème. Le deuxième dossier qu'on a montré, c'est le dossier Petro-Tim, qui révèle là aussi ce sentiment qu'ont beaucoup d'observateurs et de Sénégalais d'une justice à 2 vitesses. Parce que voilà un dossier qui a fait l'objet d'une procédure assez curieuse. Très rapidement. En tout cas, voilà un dossier qui finalement n'a pas de suspect, encore moins de mise en cause, par la formule qui a été utilisée par le procureur de la République et qui nous avait habitués à tout le contraire. On l'a vu sur d'autres dossiers faire des réquisitoires à charge, jusqu'à même friser la violation de la présomption d'innocence des personnes qui étaient impliquées. Et très souvent d'ailleurs, on avait l'impression que plutôt que de la présomption d'innocence, il y avait même une présomption de culpabilité qui ne laissait aucune personne à ceux qui sont impliqués dans des affaires ayant fait l'objet d'une conférence de presse du procureur de la République. Cette fois-ci, on s'est rendu compte que ça n'a pas été le cas et c'est pour cette raison que je ne suis pas étonné qu'à ce jour, les éditions n'aient pas donné grand-chose. D'accord, très bien. Alors merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Abdoulaye, c'est tout pour ce soir. On se
Effectivement, merci beaucoup à Maître Amadou Alekan et on se retrouve demain, Inch'Allah. Alors, fin d'année oblige, tous les jours vous aurez une rétrospective des faits saillants qui ont marqué l'année 2019. On se retrouve demain, toujours à la même heure. Tout de suite, la grande édition du soir. Bonne suite des programmes sur Sen TV.